Bonjour, je suis Jean-Marc et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre afin de ne pas louper les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire assez extraordinaire qu'on a surnommée l'affaire du fantôme de Heilbronn. Cette affaire a commencé le 23 mai 1993 à Idar-Oberstein, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Kaiserslautern, dans le Länder de Rhénanie-Palatinat. Ce jour-là, Liselotte Schleinder, une retraitée de 62 ans, est retrouvée étranglée chez elle, avec du fil de fer qui sert habituellement à lier les fleurs. La veille, Liselotte était passée à la banque pour retirer une partie de ses économies. Pourtant, pas un sou n'est retrouvé dans la maison. En revanche, les hommes de la BKA, la police criminelle allemande, découvrent un ADN féminin inconnu sur une tasse à café, près de la vieille dame. 8 ans plus tard, le 26 mars 2001, Joseph Walsenbach, un brocanteur de 61 ans, est étranglé avec sa ceinture, chez lui à Fribourg. Ici aussi, l'argent a été volé. En revanche, les hommes de la BKA, la police criminelle allemande, découvrent un ADN féminin inconnu. Après l'avoir passé dans la base, il se trouve qu'il est identique à celle retrouvée à 300 km de là dans l'affaire de Liselotte Schleinder. On a donc pour l'instant 2 meurtres crapuleux et un ADN féminin. 6 mois plus tard, l'enquête avance un peu et on s'imagine maintenant que la tueuse est non seulement une tueuse mais aussi une toxicomane. Lorsqu'un petit garçon se blesse en marchant sur une seringue, à Gerlaustein, une bourgade de 7000 habitants près de la frontière belge, les parents, craignant une contamination au VIH, font analyser l'objet. La seringue contient les résidus d'héroïne et le même ADN féminin que celui retrouvé sur la tasse de Liselotte Schleinder et dans la maison de l'antiquaire Joseph Walsenbach. C'est alors que tout se complique pour les enquêteurs. Ils vont se retrouver plongés dans un abîme de perplexité. En effet, l'ADN mystérieux va surgir partout, sans aucune cohérence, là où les policiers s'y attendent le moins, dans des affaires de voitures volées ou de règlements de compte, en Allemagne, sur le lieu d'une dizaine de cambriolages en Autriche, lors d'un casse à Besançon dans le Doubs. Car le fantôme, comme la presse l'a surnommé maintenant, l'insaisissable criminel se joue des frontières, et sévit dorénavant en France. À l'automne 2004, à Arbois dans le Jura, un couple de commerçants est victime d'un saucissonnage. Les malfaiteurs leur estorquent par la force 3 000 €, des bijoux et un lingot d'or. Au domicile des victimes, les gendarmes découvrent un pistolet à air comprimé, qui est la copie d'un Beretta FS 92. Cette arme avait été achetée par le fils du couple dans une armurerie de la région. Cependant, une chose intrigue les enquêteurs. Le pistolet révèle une trace d'ADN inconnue. Il ne correspond à aucun membre de la famille. Pour en avoir le cœur net, il le passe donc, comme on dit, à la moulinette, et l'entre dans le fichier des génétiques français et allemand. Et là, ça match, comme on dit. Et c'est le fameux ADN du fantôme qui ressort encore une fois. Pourtant, quand les auteurs du braquage sont arrêtés quelque temps après, ils nient farouchement avoir une complice féminine dans leur rang. Le mystère s'épaissit vraiment. Quelque temps plus tard, le fantôme va refaire son apparition dans une affaire très sanglante qui va marquer l'opinion allemande. Le 25 avril 2007, à Heilbronn, dans le Bade-Württemberg, 2 policiers s'arrêtent sur une aire de stationnement pour une pause déjeuner. Ont-ils la malchance de tomber sur le fantôme sans le savoir ? Ce dernier se croit-il démasqué en voyant arriver la BMW de la police ? Quoi qu'il en soit, l'agent féminin Michel Kickswater, 22 ans, est froidement abattu, son collègue de 25 ans grièvement blessé. Sorti du coma, il ne se souvient absolument de rien. Dans la voiture des 2 fonctionnaires, on découvre une nouvelle fois la signature génétique du fantôme. Et la série noire continue. En janvier 2008, 3 cadavres sont repêchés dans une rivière, la Hesse. La police identifie les victimes. Il s'agit de Géorgiens venus acheter des voitures d'occasion en Allemagne. 2 suspects sont bientôt arrêtés. Et que retrouve-t-on dans leur Ford Escort ? L'ADN de la tueuse invisible. Interrogés, les 2 suspects prétendent ne rien savoir d'elle. Comme dans l'affaire du saucissonnage, ils nient avoir une complice féminine. Le 9 mai de la même année, malgré les centaines de policiers lancés à ses trousses dans 3 pays européens, l'Allemagne, l'Autriche et la France, le fantôme frappe à nouveau. Dans la Sarre, en Allemagne, une femme de ménage chargée d'entretenir le local d'une association de pêcheurs est hospitalisée dans un état grave après avoir été attaquée sur son lieu de travail. Un individu lui a volé son portefeuille contenant quelques centaines d'euros. Sur les lieux de l'agression, les enquêteurs retrouvent encore une fois l'ADN maudit. 5 mois plus tard, le 26 octobre 2008, le corps sans vie d'une infirmière est découvert dans un bois près de Heilbronn-Weinberg. Dans la voiture de la victime, garée à quelques mètres de là et fermée à clé, on relève encore les traces d'ADN du fantôme. Ce nouveau meurtre est un choc pour la population qui n'a pas oublié l'assassinat de Michel Kieswetter, la jeune policière exécutée l'année précédente. Les policiers pensent même que la tueuse pourrait avoir des attaches à Heilbronn, à Fribourg et à Linz en Autriche, car elle revient régulièrement dans ces 3 villes. Un cambriolage dans la région de Saarbrück, cependant, relance l'enquête.
Sur les lieux, les policiers découvrent une nouvelle fois l'ADN du fantôme, mais cette fois, un témoin se manifeste. Un voisin qui a vu le visage de l'inconnu. Sur les indications des enquêteurs, réalise un portrait robot, qui hélas ne fait qu'ajouter à la confusion, car il s'agit d'un homme. Toutes les hypothèses, y compris les plus saugrenues, sont alors envisagées. Une femme qui se déguiserait en homme, un transsexuel, un criminel particulièrement rusé, qui laisserait des traces d'ADN ne lui appartenant pas sur les lieux des crimes. Frank Hubert, chef de la commission spéciale de Heilbronn, spécialement chargé de la traque du fantôme, ne désespère toutefois pas. Je cite. « Elle a eu de la chance, mais ça ne durera pas, déclare-t-il. Je suis sûr à 100% que nous le trouverons. Reste à savoir quand. » Les enquêteurs dans cette affaire hors norme ne comptent plus que sur un coup de pouce, ou sur l'appât du gain. En janvier 2009, une prime de 300 000 € est offerte à quiconque permettra l'arrestation du fantôme d'Heilbronn. Personne n'y croit vraiment, pourtant, la résolution de l'énigme est toute proche, et elle va être stupéfiante. Nous sommes désormais en mars 2009. Cela fait 16 ans que les policiers, accumulant les centaines d'heures supplémentaires, traquent la tueuse invisible. Un homme, qui est mis en garde à vue dans une affaire mineure, est soumis à un test génétique comme la loi le prévoit. Coup de théâtre, son ADN est identique à celui du fantôme. Mais l'homme proteste de son innocence avec tant de conviction qu'on procède à un second test qui se révèle cette fois-ci négatif. Mais comment est-ce possible ? La réponse est plutôt embarrassante pour les enquêteurs. Le fantôme, la tueuse sans visage, le criminel, possédant à la fois le physique masculin et l'ADN féminin, dont l'empreinte génétique apparaît sur une trentaine de lieux, dont 6 scènes de crimes de sang, n'existe pas. C'est la vérité qui éclate à l'occasion de ce double test sur le même individu. C'est que les bâtonnets servant à effectuer les prélèvements étaient contaminés. Le matériel génétique que l'on retrouvait partout était celui d'une employée de l'entreprise qui les fabrique dans le sud de l'Allemagne. Pour les enquêteurs, la pilule est amère. Des milliers d'heures avaient été gaspillées dans cette chasse aux fantômes. Ils se retrouvaient donc avec une quarantaine d'enquêtes criminelles sur les bras à reprendre à zéro. Ils doivent en plus subir les moqueries de la presse. Le quotidien allemand Bild a titré en gros « Les chefs de notre police sont-ils bouchés à l'aimerie ?» Point d'interrogation. Mais alors, que reste-t-il de l'affaire du fantôme d'Heilbronn ? Les meurtres des retraités commis en 1993 et 2001 ne furent jamais élucidés. Trop de temps avait été perdu sur des fausses pistes. Le meurtre de la jeune policière d'Heilbronn, commis en 2007, fut résolu. Il avait été commis par un trio de néo-nazis responsable de meurtres de 10 personnes, dont 9 immigrés, commis entre 2000 et 2007. Une quinzaine d'attaques armées et d'un attentat à bombe. Uwe Mundlos et Uwe Bonnard se suicidèrent en octobre 2011. La survivante du trio, Beate Schrapp, attend son procès depuis 2013. L'enquête avait traîné car la série de meurtres dans laquelle elle avait été impliquée avait préalablement été attribuée à la mafia turque. Les tueurs, les 3 Géorgiens retrouvés dans la rivière, furent identifiés. Concernant le décès de l'infirmière retrouvée dans les bois d'Heilbronn en 2008, le mystère subsiste. Vu l'absence de marques de violence sur le corps, l'homicide semble désormais exclu. Restent les hypothèses de l'accident ou du suicide. La victime était en instance de divorce et avait déjà parlé de mettre fin à ses jours. Par ailleurs, le médecin légiste retrouvera d'importantes traces de drogue médicamenteuse dans l'organisme. Récemment, j'ai pu voir un épisode des experts où l'affaire traitée était quasiment la même que celle-là. Je ne sais pas s'ils s'en sont inspirés. En ce moment, je réécoute sur le podcast d'Europe 1 les anciennes émissions de Pierre Bellemare. C'est une histoire extraordinaire qu'il aurait fort pu bien raconter. Avec plus de talent que moi, c'est sûr. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85.